Tu crois que l'hiver est rude aujourd'hui? Que les matinées glaciales en sortant de chez toi ou les pannes de chauffage sont des épreuves? Alors prépare-toi, car dans la France médiévale, l'hiver n'était pas simplement une saison. C'était un combat quotidien, une lutte silencieuse contre le froid, la faim et parfois la mort. Ici, pas de radiateur, pas de doudoune technique, pas de supermarché plein de provisions. Seulement la force des bras, l'intelligence transmise par les anciens et une résilience à toute épreuve. Ce que tu appelles aujourd'hui survivre à l'hiver n'est qu'un confort luxueux comparé à ce qu'ils enduraient. Et pourtant, malgré ces conditions extrêmes, ils ont survécu. Mieux, ils ont bâti des communautés solides, des traditions durables, des savoir-faire qu'on redécouvre à peine aujourd'hui. Peux-tu imaginer devoir rationner chaque repas, surveiller chaque sac de grains, calfeutrer ta maison avec des peaux de bêtes, prier chaque jour pour que le froid ne tue pas ton bétail ou ton enfant malade? Et pourtant, c'est cette vie que des millions d'hommes et de femmes ont menée siècle après siècle, forgeant les paysages, les villages, les coutumes que tu côtoies sans même y penser. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans cette réalité brute, sans filtre, à ressentir la morsure du vent à travers les fissures du torchis, à entendre le crépitement du foyer qu'il faut sans cesse raviver, à comprendre ce que signifie réellement le mot « survivre », car en comprenant, leur hiver, tu comprendras mieux ton propre confort, ta propre fragilité, ta propre force. Ce voyage n'est pas seulement une exploration historique, c'est une leçon de vie, une remise en question de tout ce que tu crois acquis. Alors, es-tu prêt? Enfile mentalement ta cape de laine, serre ta ceinture de cuir et suis-moi à travers les campagnes gelées, les fermes enfumées, les villages assoupis sous la neige. Bienvenue dans l'hiver de la France médiévale, un monde dur mais fascinant, un monde dont chaque souffle de givre résonne encore en nous. Allons-y. Tu te réveilles dans une ferme en 1320. Le vent d'hiver souffle fort à travers les champs nus, mais dans le grenier au-dessus de ta tête, les sacs de céréales sont empilés méthodiquement. Blé, seigle, avoine. Ces précieuses récoltes, stockées à l'automne, sont ton assurance contre la faim. Ici, on vit ou on meurt selon ce que contient le grenier. Le grenier est surélevé, souvent au-dessus de l'étable ou de la maison, pour éviter l'humidité du sol. Les paysans ont appris à reconnaître les signes d'une bonne conservation. Les sacs doivent rester secs, les grains intacts, sans odeur de moisi. Une simple infiltration d'eau et tout peut pourrir, condamnant la famille à la famine. Chaque sac est cousu à la main avec des fibres végétales. Pas de plastique, pas de silos métalliques modernes, juste des toiles épaisses et des cordes robustes. Les enfants participent à l'empilement, apprenant dès leur plus jeune âge l'importance de la rigueur et de la prévoyance. Toi qui remplis ton garde-manger sans y penser, peux-tu imaginer ce que c'est que de compter chaque grain, de vérifier chaque jour que les stocks tiennent, que la farine n'a pas été infestée par des rongeurs? Ici, la moindre perte est une tragédie. Les greniers sont souvent surveillés par le chef de famille ou un ancien du village, car on craint non seulement les rats, mais aussi les voleurs, attirés par ces trésors silencieux. Un sac de blé représente des semaines de survie, une richesse inestimable en ces mois glacés. Pour éviter les infestations, on répand parfois de la cendre ou des feuilles de noyer entre les sacs. Des astuces transmises par les anciens, des gestes simples mais vitaux. Aucun produit chimique, juste l'ingéniosité et l'expérience humaine face aux rigueurs de la nature. L'hiver, le grenier devient un sanctuaire. On y monte avec précaution. On y respire l'odeur âcre du grain sec. On y mesure les réserves avec une angoisse contenue. Suffira-t-il jusqu'au printemps? Chaque famille fait ce calcul avec une précision mêlée d'espoir et de crainte. Quand les réserves diminuent, on commence à rationner. Moins de pain, moins de bouillie. Les enfants mangent en silence. Les adultes gardent le regard fixé sur les sacs, comptant les semaines, les mois restants. La faim est une présence discrète mais constante. Et pourtant, malgré cette frugalité, la communauté trouve toujours des moyens de s'entraider. Si un grenier est vide, les voisins partagent, pas par charité, mais par nécessité. Car celui qui aide aujourd'hui sera peut-être secouru demain. Mais au-delà des céréales, un autre défi s'impose en hiver. La conservation de la viande, sans réfrigérateur, sans congélateur, juste avec le savoir-faire ancestral. Tu te
tient dans la cour de la ferme, en plein automne, le couteau à la main, devant une carcasse suspendue. Ici, la viande ne se gaspille jamais. Pas de réfrigérateur, pas de congélateur. Pour survivre à l'hiver, il faut maîtriser l'art ancien de la conservation. Chaque morceau sera transformé, préservé, protégé contre le temps et la pourriture. La viande est d'abord salée. On la frotte avec du gros sel qu'on a lui-même extrait des marais salants ou acheté au marché à prix fort. Le sel pénètre les fibres, chasse l'humidité, empêche les bactéries de proliférer. Cette étape est cruciale. Une erreur et la viande tourne, rendant des semaines d'efforts inutiles. Ensuite, certaines pièces sont fumées. Suspendues au-dessus du foyer, elles se couvrent d'une fine pellicule brune. Le bois, souvent du chêne ou du hêtre, est choisi avec soin pour ses arômes. Le fumage peut durer plusieurs jours, voire des semaines, imprégnant la chair d'un goût puissant, mais surtout d'une protection durable. D'autres morceaux sont confits dans la graisse. On les plonge dans des pots en terre, recouverts de graisse fondue qui, en se solidifiant, isole complètement la viande de l'air. Cette méthode permet de conserver des confits pendant des mois, prêts à être dégustés au cœur de l'hiver, quand les réserves fraîches auront disparu. Toi qui ouvres simplement ton frigo pour sortir un morceau de jambon, peux-tu imaginer ce travail patient, minutieux, éprouvant? Ici, conserver la viande est une science, un héritage transmis de génération en génération. Un savoir-faire indispensable à la survie. Les enfants assistent à ces préparatifs, apprenant les gestes précis, comment découper sans gaspiller, comment saler sans excès, comment suspendre la viande à bonne hauteur. Car un morceau mal attaché peut être perdu, rongé par les bêtes ou gâté par l'humidité. Le fumoir est un lieu à part, souvent sombre, enfumé en permanence. Y pénétrer, c'est sentir la chaleur étouffante, la fumée piquante qui imprègne les vêtements. Mais c'est aussi ressentir la sécurité d'avoir de la nourriture pour les mois froids. Lorsque le gel s'installe, ces viandes conservées deviennent des trésors précieux. On les découpe avec parcimonie, lors des repas familiaux ou des grandes occasions. Un morceau de lard, une tranche de jambon fumé, une poignée de saucisses séchées. Voilà ce qui réchauffe et rassasie au cœur de l'hiver. Et lorsque la viande vient à manquer, on se tourne vers d'autres ressources préparées à l'automne. Les légumes séchés, eux aussi soigneusement stockés pour affronter les rigueurs de la saison, dans la douce lumière de l'automne, avant que le gel ne détruise tout, les paysans récoltent ce qu'ils peuvent: haricots, pois, champignons, herbes médicinales. Rien n'est laissé au hasard. Tout ce qui peut être séché sera séché, pour devenir une réserve essentielle durant les longs mois d'hiver. Les haricots et les pois sont étalés sur des claies en osier, à l'abri de la pluie mais exposés à l'air. Jour après jour, ils perdent leur humidité, durcissent, deviennent des perles précieuses à conserver dans des sacs de toile ou des pots en argile. Les champignons sont suspendus par des fils accrochés aux poutres du grenier ou au-dessus du foyer. La chaleur et la fumée accélèrent leur séchage. On les réduit parfois en poudre pour assaisonner les potages hivernaux d'un goût intense et réconfortant. Les herbes médicinales, thym, sauge, ortie, sont mises en bottes. Suspendues dans un coin sec de la maison, elles seront utilisées pour soulager les maux d'hiver, rhume, toux, douleur. Car en ces temps, la nature est à la fois garde-manger et pharmacie. Toi qui achètes tes légumes au supermarché, peux-tu imaginer ce labeur patient, cette vigilance constante pour que rien ne pourrisse, que tout soit prêt avant les premières neiges? Ici, le séchage est une course contre la montre, une lutte acharnée contre la dégradation. Les enfants participent à cette tâche, triant les légumes, enlevant les feuilles abîmées, étalant les petits pois avec application. Chaque geste est un apprentissage silencieux, une préparation à la dure réalité de l'hiver. Lorsque le séchage est réussi, les légumes sont stockés dans des coffres en bois, à l'abri des rongeurs et de l'humidité. On vérifie régulièrement leur état, car une invasion de souris, un excès d'humidité et des semaines d'efforts seraient anéantis. Au cœur de l'hiver, ces légumes secs sont réhydratés dans les soupes, les ragoûts, les bouillies.
Ils apportent des nutriments indispensables, brisent de la monotonie alimentaire et rappellent, à chaque bouchée, les efforts prévoyants de l'automne. Mais pour cuisiner, pour se réchauffer, il faut aussi un autre élément vital, tout aussi précieux que la nourriture, le bois de chauffage. Dès les premières feuilles mortes, les paysans s'activent. Il faut ramasser du bois, beaucoup de bois, car sans lui, aucune chance de survivre à l'hiver. Pas de chauffage central, pas d'électricité. Le feu est la seule source d'eau, chaleur, de lumière et de cuisson. Les hommes partent en forêt munis de haches et de scies rudimentaires. Ils coupent des branches mortes, abattent parfois de petits arbres. Chaque morceau est soigneusement choisi. Le chêne pour brûler lentement, le bouleau pour démarrer facilement un feu. Les fagots sont ramenés à dos d'hommes, de cheval ou de charrette, empilés dans une cour sèche. Ils doivent rester à l'abri de la pluie, car un bois humide est inutile, voire dangereux. Il fume, s'éteint ou empoisonne l'air confiné de la maison. Toi qui allumes un chauffage d'un simple bouton, peux-tu ressentir ce que c'est? Que de devoir prévoir, couper, transporter et stocker des tonnes de bois en anticipant des mois de froid glacial. Les enfants participent aussi, ramassant des brindilles pour allumer les feux, apprenant à reconnaître les essences, à manier la hache avec précaution. Chaque famille sait combien de fagots elle doit stocker pour tenir jusqu'au printemps. Les bûches sont fendues, empilées selon une méthode précise, formant des murs de bois qui bordent les maisons ou les granges. Ces piles sont vérifiées, consolidées avant l'arrivée des premières neiges. Parfois, les voisins s'entraident pour abattre un arbre plus imposant ou pour transporter les troncs lourds. Cette solidarité est vitale, car seul, aucun paysan ne pourrait amasser suffisamment de bois à temps. Le soir, les mains meurtries par les échardes, les dos courbés par les charges, chacun contemple ses réserves avec une fierté discrète. Ce mur de bois, c'est la promesse de pouvoir cuisiner, se chauffer, survivre. Mais stocker du bois ne suffit pas. Encore faut-il que la maison puisse garder la chaleur. Et pour cela, il faut une isolation, certes sommaire, mais indispensable. Dans les campagnes de la France médiévale, les maisons ne sont pas conçues pour le confort, mais pour la survie. Murs en torchis, toits en chaume, peaux d'animaux clouées sur les ouvertures. Voilà l'essentiel de l'isolation contre le froid mordant de l'hiver. Le torchis, un mélange d'argile, de paille et de fumier, est appliqué sur une ossature en bois. Il protège du vent, de la pluie, mais peu du froid. Alors, pour renforcer cette maigre barrière, on calfeutre les fissures avec des chiffons, des mousses ou des peaux de bête. Les fenêtres sont rares et petites, souvent fermées l'hiver par des volets en bois ou des tissus épais. L'air entre à peine, mais c'est volontaire. Moins il y a de courant, plus la maison conserve la chaleur du foyer central. Toi qui vis dans une maison isolée, avec du double vitrage, peux-tu imaginer ce que c'est que de sentir en permanence? Un filet d'air glacé sur tes jambes, même blotti sous des couvertures, les toits en chaume, bien qu'épais, laissent parfois passer la neige fondue ou le vent violent. Alors, on ajoute des peaux ou des tissus supplémentaires, créant des couches de protection rustiques mais efficaces. Le sol est souvent en terre battue, parfois recouvert de paille pour isoler un peu et offrir un minimum de confort. Mais en hiver, l'humidité remonte et les pieds restent froids en permanence. Les lits sont surélevés, parfois dotés de paillasses épaisses et de couvertures en laine ou en peau. On dort habillé, en se serrant les uns contre les autres pour partager la chaleur corporelle. Les animaux les plus précieux, poules, chèvres, sont parfois introduits dans la maison ou dans des annexes attenantes, leur présence augmentant sensiblement la température ambiante. Mais malgré tous ces efforts, l'hiver reste rude. Et c'est dans la pièce la plus importante, autour du foyer central, que se joue chaque soir la lutte silencieuse contre le froid. Dans chaque maison, paysanne, au cœur de l'hiver, un seul endroit réunit la famille, le foyer central. C'est là que l'on cuit, que l'on éclaire, que l'on se chauffe. Une simple ouverture dans la pierre ou dans la terre battue, souvent sans cheminée. La fumée s'élève lentement, s'enroulant dans les chevrons, finissant par s'échapper par une lucarne ou par la porte entr'ouverte. Le foyer est allumé dès l'aube. Une braise préservée de la veille permet de rallumer le feu sans gaspiller trop de bois.
On empile les brindilles, puis les bûches, avec un savoir-faire transmis de génération en génération. Le feu devient alors l'âme de la maison, crépitant doucement dans la pénombre. Autour du foyer, la vie s'organise. On cuisine des soupes dans des marmites suspendues à des crochets de fer. On chauffe de l'eau pour la toilette ou pour laver quelques linges. On sèche les vêtements, trempés par la neige ou la pluie. Chaque geste est dicté par la nécessité et la frugalité. Toi qui ajustes le thermostat pour réguler la température, peux-tu imaginer ce que c'est que de dépendre totalement d'un feu instable, capricieux, qu'il faut entretenir sans relâche, jour et nuit, sous peine de voir le froid s'emparer de toute la maison? Le foyer est aussi le lieu de rassemblement. Les enfants s'y installent pour écouter les récits des anciens. Les femmes y filent la laine, les hommes y répandent leurs outils. C'est un espace de chaleur, mais aussi d'échange, de transmission orale et de solidarité. La fumée est omniprésente, piquant les yeux, imprégnant les vêtements et les cheveux. Mais elle est aussi une alliée, éloignant les insectes, protégeant les poutres des parasites et parfois même fumant quelques viandes ou poissons suspendus au-dessus des flammes. Parfois, des pierres chaudes sont déposées dans les lits pour réchauffer les draps avant de dormir. Une astuce simple mais efficace contre les morsures du froid. Le foyer ne quitte jamais l'esprit, même la nuit, car il faut veiller à ce qu'il ne s'éteigne pas. Les braises, soigneusement recouvertes de cendres, conservent la chaleur jusqu'au matin. On les rallume doucement au lever du jour, perpétuant ainsi ce cycle essentiel à la survie. Mais au-delà du foyer, il est aussi crucial de se protéger individuellement du froid, et pour cela, rien ne vaut les vêtements en laine épaisse. Quand l'hiver s'installe, les paysans enfilent leurs vêtements les plus chauds, presque tous en laine. Pas de tissu synthétique, pas de veste technique, juste la laine, brute, rustique, parfois rêche, mais indispensable pour affronter les journées glaciales. Les femmes portent des robes longues, superposées à des chemises épaisses et, par-dessus encore une cape ou un manteau de laine. Les hommes optent pour des braies sous des tuniques, recouvertes elles aussi d'une cape lourde. Tout est conçu pour retenir la chaleur, pour survivre, pas pour séduire. Les enfants, souvent les plus vulnérables au froid, sont enveloppés de multiples couches, parfois au point de limiter leurs mouvements. Mais peu importe, tant qu'ils restent au chaud. On leur tricote aussi des bonnets, des gants rudimentaires et des chaussons épais. Toi qui choisis entre pull et doudoune selon la mode, peux-tu imaginer ce que c'est de porter chaque jour les mêmes vêtements en laine, souvent humides, lourds et qu'on ne peut laver qu'à la belle saison, de peur qu'ils ne gèlent en séchant? Les vêtements sont souvent faits maison. Les femmes filent la laine des moutons, la teignent parfois avec des plantes locales, puis la tissent et la cousent à la main. Un travail long, minutieux, qui se prépare dès l'été pour que tout soit prêt avant l'hiver. Les chaussures sont aussi renforcées. En cuir épais, souvent rembourrées de paille ou de laine, elles protègent tant bien que mal de l'humidité et du gel. Mais marcher reste une épreuve, surtout sur les chemins boueux ou enneigés. Pour les nuits particulièrement froides, on ajoute des peaux de bête sur les épaules ou comme couverture. Chaque famille conserve précieusement ses précieuses ressources, héritées parfois de plusieurs générations. La laine a aussi une odeur particulière, surtout mouillée. Elle s'imprègne de fumée, de sueur, de vie. Mais c'est cette seconde, peau, qui permet de survivre à l'hiver. Sans elle, pas de chaleur, pas de protection, pas d'espoir. Et lorsque le froid devient trop intense, la seule solution est de se replier sur le foyer familial, de se regrouper, humains et parfois animaux, pour partager la chaleur. Lorsque le vent siffle à travers les fissures, que la neige recouvre les champs, la famille se replie sur elle-même, autour du foyer central. Dans cette pièce unique, hommes, femmes, enfants et parfois même bêtes se rassemblent pour survivre, ensemble au froid mordant. Les animaux les plus précieux, chèvres, moutons, volailles, sont souvent abrités dans une annexe attenante, voire directement dans la pièce principale. Leur chaleur corporelle augmente sensiblement la température ambiante, créant un microclimat salvateur. Les enfants dorment blottis les uns contre les autres, parfois avec leurs parents, sous de lourdes couvertures en laine ou en peau. Le moindre
Espace est optimisé pour réduire les pertes de chaleur. Toi qui profites de pièces séparées et de chauffage central, peux-tu imaginer ce que c'est de vivre ainsi entassé, sans intimité, respirant la même fumée, partageant la même chaleur, la même fatigue? Les journées se passent à proximité immédiate du feu. Cuisiner, tisser, réparer les outils, raconter des histoires. Peu d'activités extérieures sont possibles. La maison devient un refuge, une forteresse contre les rigueurs de l'hiver. Les relations familiales se resserrent. Chacun dépend des autres pour survivre. Les disputes sont rares. Le froid impose la solidarité, la patience, le respect des rythmes collectifs. Les odeurs se mêlent, fumée du foyer, laine humide, cuir, animaux, soupe mijotant lentement. Un parfum âpre, mais familier, réconfortant. Au cœur de cette saison hostile. Parfois, on chante pour rompre le silence pesant, pour oublier un instant la monotonie de ces journées semblables. Les anciens racontent les légendes locales, les enfants écoutent, fascinés et transis. Mais au-delà de cette chaleur collective, il faut aussi limiter les déplacements extérieurs, car les chemins deviennent dangereux, traîtres, impraticables, l'hiver. En France médiévale, transforme les chemins en pièges, boue épaisse, ornières gelées, rivières infranchissables. Alors, les déplacements sont réduits au strict nécessaire. La plupart des paysans restent confinés au village, parfois même à leur seule maison. Les marchés se raréfient, les foires sont suspendues, les contacts avec les villages voisins deviennent exceptionnels, voire impossibles, pendant plusieurs semaines. Chacun doit donc compter sur ses propres réserves, sur l'entraide locale. Toi qui prends ta voiture pour parcourir des kilomètres en quelques minutes, peux-tu comprendre ce que c'est que de ne pouvoir sortir de chez soi pendant des semaines? Prisonnier de la neige et du gel, dépendant uniquement de ce que l'on a préparé à l'automne, les rares déplacements se font à pied ou à cheval, mais toujours avec une extrême prudence. On s'équipe de capes en laine, de galoches robustes, et l'on transporte du bois ou des provisions sur des traîneaux improvisés. Les plus téméraires sortent pour chasser ou poser des collets, mais la majorité préfère attendre le dégel. Le risque de se blesser, de se perdre, ou pire, de mourir gelé, est trop grand. Le clocher du village devient alors le seul repère sonore et visuel, émergeant de la brume et des flocons, marquant le temps qui s'écoule lentement dans cet isolement forcé. Les relations sociales se concentrent sur le foyer familial et, parfois, sur quelques voisins immédiats que l'on visite par nécessité ou par solidarité. Et lorsque le froid devient moins mordant, lorsque la neige fond un peu, alors on profite d'une accalmie pour échanger des nouvelles, du bois, des vivres, ou pour se retrouver autour d'une soupe nourrissante. Au cœur de l'hiver, lorsque les réserves sont précieuses et que le travail des champs est impossible. La soupe devient l'élément central de l'alimentation. Simple, économique, réconfortante. Elle est à la fois repas, boisson, chaleur. Dans la marmite suspendue au-dessus du foyer, on mélange les légumes, secs mis de côté à l'automne, pois, fèves, lentilles. Parfois, un peu de lard, une poignée d'herbes séchées, un os à moelle, tout ce qui peut donner du goût et des forces. La cuisson est longue, à feu doux, permettant d'économiser le bois tout en rendant les aliments plus digestes. La soupe mijote pendant des heures, diffusant son arôme dans toute la maison, réveillant l'appétit des plus jeunes comme des anciens. Toi qui choisis parmi des dizaines de plats préparés en quelques minutes, peux-tu imaginer ce que c'est que d'attendre des heures pour un repas, de dépendre totalement de cette marmite pour te nourrir et te réchauffer? Chaque famille a sa recette, son secret, une épice rare, une herbe locale, un geste particulier. La soupe est aussi un moment de partage, de transmission culinaire, de réconfort face à l'austérité de la saison. Les enfants guettent impatiemment l'instant où la louche se plonge dans la marmite fumante, où le pain rassis trempé devient enfin moelleux, où la chaleur de la soupe se diffuse dans tout le corps. Parfois, lors des grandes occasions ou des fêtes religieuses, on ajoute un morceau de viande salée ou fumée, un luxe attendu avec fébrilité pendant des semaines. Et, après ce repas simple mais vital, certains sortent malgré le froid, armés de patience et de ruse pour aller chasser ou piéger du gibier. Lorsque les réserves alimentaires diminuent et que l'hiver semble interminable, les plus courageux s'aventurent dans la forêt pour chasser ou poser des collets.
Chaque prise, même modeste, est une victoire sur la faim et le froid. Le petit. Gibier est la cible principale. Lièvres, lapins, perdrix, parfois des renards ou des martres pour leur fourrure précieuse. Les pièges sont posés discrètement, dans des sentiers connus des bêtes, souvent près des haies ou des terriers. Toi qui achètes ta viande sous cellophane, peux-tu imaginer ce que c'est que de traquer une bête dans le froid mordant, les pieds enfoncés dans la neige, les mains engourdies par le gel, avec l'espoir de rapporter un repas à ta famille? Les collets sont fabriqués avec des cordes fines ou des fils de métal, posés au lever du jour, vérifiés au crépuscule. La patience est essentielle. Parfois, plusieurs jours passent sans la moindre prise. La chasse est aussi une activité collective. On part à plusieurs, on se relaie, on partage les prises. La solidarité est vitale, car partir seul est risqué. Se perdre ou se blesser en forêt en hiver peut être fatal. Certains utilisent des chiens dressés pour flairer les pistes et débusquer les proies, mais la majorité des paysans ne possèdent pas ces précieux auxiliaires, réservés souvent à la noblesse. Lorsqu'une bête est capturée, on la ramène fièrement au village. On la dépaisse soigneusement, on conserve la viande en la salant ou en la fumant, et on garde la peau pour fabriquer des vêtements ou des couvertures. Le piégeage n'est pas seulement une question de subsistance. C'est aussi un savoir-faire ancestral, transmis de père en fils, de mère en fille. Chaque piège est conçu avec une précision artisanale, adaptée à la saison, au gibier visé, au terrain. Et lorsque la chasse est fructueuse, on en profite parfois pour échanger quelques pièces de viande avec les voisins dans une pratique de troc qui devient essentielle en ces temps de pénurie. Dans les villages isolés par la neige et le gel, l'argent perd de son importance. Ce qui compte, c'est le troc. Échanger des denrées, du bois, des outils, des vêtements. Chacun propose ce qu'il a en surplus contre ce dont il manque. Cruellement, toi qui achètes tout avec une carte bancaire, peux-tu concevoir la complexité de ces échanges, où il faut évaluer la valeur d'un sac de haricots contre un fagot de bois, d'une peau de renard contre un morceau de lard salé? Les échanges se font souvent discrètement, à la veillée entre voisins. Parfois, des marchés d'hiver improvisés surgissent sur la place du village, lorsque le temps le permet. Là, chacun expose ses maigres ressources. Le troc permet d'éviter des déplacements périlleux vers des bourgs éloignés. Il renforce les liens communautaires, crée une interdépendance salutaire. Personne ne peut survivre seul à l'hiver. On a besoin des autres pour se chauffer, se nourrir, se vêtir. Les enfants observent ces échanges, apprenant très tôt à négocier, à jauger la qualité des biens, à comprendre que la survie dépend autant du savoir-faire que de l'art du compromis. Les produits les plus échangés sont le bois sec, la viande fumée, les céréales, les vêtements en laine ou en peau. Mais parfois, un outil bien forgé ou un remède rare vaut plus qu'un sac entier de farine. Ce système d'échange repose sur la confiance, une trahison, un mensonge, et c'est la réputation de toute une famille qui est entachée, risquant l'ostracisme dans une communauté où la solidarité est vitale. Parfois, le troc dépasse le simple village. Des messagers courageux passent les chemins enneigés pour échanger des biens avec d'autres hameaux. Mais ces expéditions sont rares, dangereuses, réservées aux plus aguerris. Et une fois les ressources échangées, il faut les gérer avec une rigueur absolue, car tout gaspillage peut être fatal avant le retour des beaux jours. Chaque famille garde un œil vigilant sur ses réserves. Sacs de céréales, pots de viande confite, fagots de bois, rien n'est laissé au hasard. Une mauvaise gestion, et c'est la disette assurée avant le printemps, toi qui ouvres ton frigo sans te soucier des stocks. Peux-tu imaginer ce que c'est que de compter chaque poignée de grains, chaque bûche, chaque tranche de lard, en calculant combien de jours il reste avant les premières pousses? La gestion des réserves est une science. On rationne les repas, on limite les feux, on optimise chaque ressource. Les repas deviennent plus frugaux à mesure que l'hiver avance. Les enfants apprennent cette discipline. On ne gaspille rien, on mange jusqu'à la dernière miette, on recycle les restes dans des soupes ou des bouillons. Chaque perte est une trahison envers l'effort collectif. Le chef de famille tient souvent un registre oral ou mental des stocks, planifiant à l'avance les consommations. On sait exactement combien de jours on peut tenir avec ce qui reste. Parfois, des imprévus surviennent. Une bête tombe malade, une réserve est infestée par les rongeurs.
Alors, il faut revoir tous les calculs, ajuster les rations, décider de qui mangera moins. Cette rigueur forge un caractère, une résilience que l'on transmet de génération en génération. Survivre à l'hiver, c'est avant tout savoir anticiper, économiser, résister à la tentation de puiser trop vite dans les réserves. Mais dans les pires moments, lorsque les ressources s'amenuisent dangereusement, la communauté se serre les coudes, s'entraide pour éviter qu'aucun membre ne succombe. Dans le village enneigé, la solidarité devient la clé de la survie. Chacun veille sur son voisin, partage ce qu'il peut, aide ceux qui sont les plus vulnérables, les vieillards, les malades, les orphelins. Toi qui vis entouré de services. Public, peux-tu imaginer un monde où seule l'entraide spontanée, immédiate, permet d'éviter la mort par froid ou par faim? Lorsque les réserves d'une famille sont épuisées, on organise discrètement des dons de bois, des repas collectifs, des veillées où l'on partage la chaleur et les vivres. Les enfants apprennent très tôt cette nécessité. Ils participent aux corvées de bois pour un voisin malade, portent des soupes chaudes aux anciens, déblairent la neige devant la maison d'une veuve. Les moments de fête, rares en hiver, deviennent des occasions de renforcer ces liens. On partage une soupe, une danse, une prière. On rit ensemble, on pleure ensemble, on vit ensemble. Les femmes s'entraident pour filer la laine, réparer les vêtements, soigner les malades avec des remèdes à base de plantes. Les hommes se relaient pour couper du bois, entretenir les chemins, protéger les greniers. Cette solidarité était vitale. Elle dépasse les querelles, les rancunes, les jalousies. En hiver, face à la nature impitoyable, il n'y a pas de place pour les divisions. Et lorsque la maladie frappe, il faut s'unir encore davantage pour soigner, prévenir, protéger la communauté des fléaux hivernaux. L'hiver apporte son cortège de maladies, rhumes, gelures, dysenterie. Sans médecin, sans pharmacie, les paysans comptent moins sur les remèdes transmis par les anciens. Plantes séchées, décoctions, cataplasmes. Toi qui consultes un médecin à la moindre toux. Peux-tu imaginer ce que c'est que de soigner une fièvre avec une infusion de thym ou de lutter contre une plaie infectée avec de la résine de pin? Les femmes connaissent ces remèdes par cœur. Elles préparent des tisanes de sauge pour apaiser les gorges irritées, des cataplasmes d'argile pour les blessures, des infusions d'ortie pour redonner des forces. On se protège aussi du froid, en se couvrant bien, en limitant les sorties, en dormant serrés les uns contre les autres. Le foyer reste allumé en permanence pour éviter que l'humidité n'aggrave les maladies. Les gelures sont courantes, mains, pieds, oreilles. On masse avec de la graisse d'oie, on enveloppe dans des tissus chauds. Mais parfois, malgré tous les soins, les doigts noircissent et doivent être amputés. Les épidémies sont redoutées. Une simple dysenterie peut décimer une famille en quelques jours. Alors, on veille à la propreté des réserves, on fait bouillir l'eau, on prie. La prière est d'ailleurs un remède moral essentiel. On invoque les saints protecteurs, on allume des cierges, on participe aux messes, espérant un hiver plus clément, une guérison, une protection divine. Et lorsque la maladie est contenue, lorsque les corps reprennent des forces, il faut penser aussi aux bêtes, à leur protection contre le froid, car elles sont indispensables à la survie de tous. Dans la ferme en hiver, les animaux sont aussi vulnérables que les hommes. Leur protection est une priorité absolue. On les abrite dans des étables, souvent attenantes à la maison, pour profiter de la chaleur mutuelle. Chaque bête est précieuse, source de nourriture, de travail, de laine, de lait. Les vaches, les chèvres, les moutons sont regroupés dans des enclos bien calfeutrés. On renforce les murs avec de la paille, des peaux d'animaux, des branchages. Le sol est couvert d'une épaisse litière qui isole du froid et absorbe l'humidité. Toi qui vois les animaux paître paisiblement dans des prairies au printemps, peux-tu imaginer ces bêtes confinées, haletantes, souvent dans l'obscurité, partageant leur chaleur corporelle avec leur maître? Les poules sont rentrées dans de petits poulaillers, protégés des renards affamés par des barrières solides et des portes verrouillées. Les cochons sont souvent les mieux lotis, logés dans des enclos fermés, bien nourris pour être abattus. Au printemps. Les paysans veillent sur leurs animaux avec autant de soin que sur leurs enfants. Chaque matin, ils s'assurent que la litière est propre, que les bêtes sont nourries, que personne n'est malade. Un animal perdu en hiver est une catastrophe. Les naissances sont particulièrement délicates. Un veau, un agneau, un chevreau né en hiver doit être immédiatement réchauffé, nourri, protégé des courants d'air.
Parfois, on l'installe dans la maison elle-même, près du foyer. Le bétail est également une réserve de chaleur pour les humains. Dans certaines fermes, les étables communiquent directement avec l'habitation, créant une grande pièce partagée où hommes et bêtes cohabitent pour affronter ensemble le froid glacial. Mais la présence des animaux attire aussi des nuisibles, notamment des rongeurs qui menacent directement les précieuses réserves du grenier. Au-dessus des étables, dans les greniers ou les silos, les céréales dorment sous leur couche de toile. Mais leur sécurité n'est jamais garantie. Les rongeurs guettent, prêts à grignoter le fruit de mois de labeur. Les paysans vérifient chaque semaine l'état des stocks. Ils inspectent les sacs, examinent les coins sombres, posent des pièges rudimentaires, des nœuds coulants, des fosses à pic, des appâts empoisonnés. Toi qui gardes ta nourriture dans des boîtes hermétiques, peux-tu concevoir cette surveillance permanente, cette peur viscérale qu'une invasion de rats ou de souris anéantisse en quelques jours des réserves vitales? Pour toute la famille, l'humidité est un autre ennemi. La moindre infiltration d'eau transforme les grains en pâte moisie, inutilisable. Alors on isole les silos avec des planches, on surélève les sacs, on cale les ouvertures avec de la paille sèche. Les enfants participent à cette surveillance, apprenant très tôt à reconnaître les signes d'une infestation, des crottes, des trous dans les sacs, des bruits de grattement la nuit. Les chats, parfois, sont des alliés précieux. Ils rôdent autour des greniers, chassant les intrus avec une efficacité silencieuse. Mais même eux ne peuvent pas tout prévenir. Lorsque les réserves sont protégées, les paysans peuvent dormir un peu plus sereinement, mais toujours avec cette vigilance en toile de fond, car un simple oubli peut signer la fin avant la fin de l'hiver. Et pendant que les silos dorment, à l'intérieur, on occupe les longues journées d'hiver par des activités artisanales, profitant de l'inactivité agricole. L'hiver, la terre repose sous la neige, mais les mains des paysans, elles, ne restent jamais inactives. C'est le temps des activités artisanales, des réparations, des fabrications en prévision des saisons à venir. Dans la pénombre de Pranzanzisino, la maison, au coin du foyer, on tresse des paniers avec les branches de noisetier ou de saule récoltées à l'automne. Chaque courbe, chaque nœud est façonné avec patience, précision. Toi qui achètes tes objets tout faits, peux-tu comprendre cette satisfaction profonde de créer de ses mains un outil, un vêtement, une corde, en transformant la matière brute par le savoir-faire ancestral? Les femmes filent la laine, la tissent sur des métiers rudimentaires, cousent des vêtements pour les enfants, raccommodent les braies usées des hommes. Les hommes forgent ou réparent les outils agricoles, faux, bêches, râteaux, ils taillent. Aussi des manches en bois, affûtent les lames, préparent les charrettes pour les labours du printemps. Parfois, on fabrique de petits objets d'art, des cuillères sculptées, des figurines en bois pour les enfants, des crucifix pour la prière. Ces moments d'artisanat sont aussi des moments de transmission. Les anciens montrent les gestes, les jeunes les répètent. L'artisanat n'est pas seulement utile, il est aussi un remède contre l'ennui, une manière d'occuper l'esprit, de garder le moral face à la monotonie et à la rudesse de l'hiver. Mais au cœur de ces journées rythmées par le travail manuel, la prière reste omniprésente, un soutien moral face aux rigueurs de la saison. En hiver, plus que jamais, la foi est un refuge. Chaque jour, les familles se réunissent pour prier, remercier Dieu pour les ressources accumulées, supplier pour la clémence du climat, pour la santé des enfants, pour la survie du bétail. Toi qui vois la religion comme un choix personnel, peux-tu imaginer cette foi imposée, vitale, ancrée dans chaque geste, chaque repas, chaque espoir de survie en cette saison impitoyable? Les églises de village, souvent éloignées, restent peu accessibles en hiver. Alors la prière se fait à la maison, devant une croix accrochée au mur, ou près d'une icône transmise de génération en génération. Les grandes fêtes religieuses rythment l'hiver. Noël, l'Épiphanie, la Chandeleur. Elles offrent des moments de joie, de partage, de rupture avec la monotonie, mais aussi d'intenses prières pour la fin rapide de la saison froide. Les anciens racontent des histoires de saints invoquent leur protection. Saint Blaise contre les maux de gorge, Saint Antoine contre les maladies du bétail, Sainte Geneviève contre les famines. Les enfants apprennent ces prières par cœur, les récitent avec ferveur, les intègrent à leur quotidien comme des formules,
Au magique, des remparts invisibles contre les épreuves. La foi renforce aussi la communauté. On prie ensemble, on se soutient, on partage l'espérance d'un printemps meilleur, d'une récolte abondante, d'une vie préservée. Mais parfois, malgré la prière, malgré tous les efforts, la disette s'installe. Et alors, il ne reste plus qu'une seule arme, la résilience. Quand les réserves s'amenuisent, que les ventres grondent, que l'hiver ne semble jamais finir, les paysans puisent dans des ressources ultimes. L'écorce de bouleau devient farine, les racines sauvages remplacent les légumes, les soupes se font plus claires, plus rares. Toi qui jettes parfois un aliment à peine flétri, peux-tu imaginer ce que c'est que de gratter l'écorce d'un arbre pour en faire une bouillie amère, juste pour survivre un jour de plus? Les enfants, amaigris, apprennent à reconnaître les plantes comestibles, orties, pissenlits, chiindes, des herbes que l'on méprise aujourd'hui, mais qui, alors, sauvent des vies. Les repas deviennent silencieux. On partage les dernières croûtes de pain, on boit des infusions d'écorce, on se serre les coudes dans une solidarité désespérée mais tenace. La disette forge des caractères durs, mais aussi solidaires. Ceux qui ont encore un peu partagent avec ceux qui n'ont plus rien, sachant que demain, les rôles pourraient s'inverser. Les anciens racontent les famines passées, les hivers terribles, les villages décimés, mais aussi les renaissances, les printemps miraculeux qui suivent toujours les périodes les plus noires. Et malgré tout, on continue à prier, à espérer, à préparer les outils pour les labours futurs, car la vie, même vacillante, ne renonce jamais. Le soleil finira par réchauffer la terre, les semences germeront à nouveau, et la mémoire de cet hiver restera gravée comme un témoignage de la résilience humaine face aux forces implacables de la nature. Alors, après avoir traversé ensemble cet hiver médiéval, que ressens-tu? T'imagines-tu en train de couper du bois dès l'automne, de rationner tes maigres réserves, de prier chaque matin pour que le gel épargne ta famille et tes bêtes? Penses-tu que tu aurais eu la force, la résilience, l'ingéniosité nécessaires pour survivre à ces mois de froid implacable, sans électricité, sans chauffage, sans aucun des conforts que tu juges aujourd'hui indispensables? Quelle est la chose qui t'a le plus marqué dans cette plongée? La solidarité entre voisins, l'art du troc, les repas frugaux, ou peut-être cette capacité extraordinaire qu'avaient ces hommes et ces femmes à se contenter de si peu et à en faire un art de vivre? Dis-le-moi en commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses, ce qui t'a surpris, ce qui t'a touché. Quelles leçons pourrais-tu tirer de ces hivers d'autrefois pour affronter les difficultés de ta propre vie? Et surtout, si tu as aimé ce voyage immersif dans la France médiévale, abonne-toi à cette chaîne. Active les notifications pour ne rater aucune des prochaines aventures que je prépare spécialement pour toi. Car ici, tu ne te contentes pas d'apprendre l'histoire. Tu la vis, tu la ressens, tu la comprends au plus profond de toi. Alors, es-tu prêt pour la prochaine exploration? Veux-tu découvrir d'autres aspects insoupçonnés de la vie au Moyen Âge, d'autres traditions oubliées, d'autres récits fascinants qui te feront voir le passé et le présent autrement? Je t'attends dans les commentaires et, bien sûr, dans la prochaine vidéo. Abonne-toi, partage, commente. Et surtout, n'oublie jamais, la curiosité Zhao est la plus belle des flammes, celle qui te réchauffera dans les hivers les plus rudes. À très bientôt sur Contes de la Vieille. France.